Bienvenue à tous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV et de FM Liberté, radio émettant depuis Chicago. Et nous sommes très honorés encore une fois d'être avec vous ce samedi pour cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora. Ils sont avec nous nos invités de marque qui nous honorent de leur présence en ligne en Europe et au Canada. Au Canada, nous recevons par duplessis Monsieur Alphonse Tchehelulo Son Hefume. Et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous savoir également en ligne. Par duplessis, de l'autre côté en Europe, nous avons professeur Pini Pini. Vous êtes consultant et enseignant à l'université. Et merci à vous tous d'être avec nous. On s'intéresse maintenant à un second sujet qui intéressera certainement les téléspectateurs et tous les Africains de par le monde, où on parlera de la guerre qui oppose la République démocratique du Congo et le M23. L'impatience augmente en ce moment à la guerre au Kivu, où on voit également cette partie de la République démocratique du Congo qui est bouleversé depuis bientôt 30 ans par d'interminables tragédies que nous connaissons tous. Alors, le génocide de Tutis perpétré par des extrémistes hutus par le Rwanda voisin en 1994, y a provoqué une déflagration majeure. La guerre s'est poursuivie de l'autre côté de la frontière, où on voit également un afflux massif de réfugiés qui a perturbé les équilibres de la population. Et chaque jour que Dieu fait, maintenant, on voit un déplacement, on note ce déplacement massif des populations. Alors, nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui un de nos invités de nationalité congolaise, professeur Pini Pini. Aujourd'hui, la guerre est revenue, on relance de nouveau. Pourquoi cette reprise de la guerre en un seul moment où on avait eu à constater le discours du pape et ensuite également la visite du président français il y a de cela quelques jours. Quelle est également l'analyse que vous faites de la situation actuelle au Congo? D'abord, permettez-moi de présenter un tout petit peu le Congo du point de vue historique, ancestral. Parce que souvent, quand les Africains, parfois, à cause d'une certaine propagande, confondent et voient les Congolais comme étant que des danseurs, des gens qui aiment s'habiller, qui aiment la belle vie, la grande vie, qui sont presque des insouciants, des enfants, alors que ça ne peut vraiment pas du tout s'expliquer. Parce que le Congo, tel qu'il est là, c'est le pays des peuples valeureux. Il est important que nos auditeurs puissent comprendre, puissent savoir que la première preuve mathématique au monde, qui a été datée d'il y a 20 000 ans, a été trouvée au Congo. Ça s'appelle l'os du Shango. Ce sont un certain nombre de stries qui sont gravés sur des supports et qui permettent de faire des opérations mathématiques. Alors, ces supports-là se trouvent ici en Belgique, au musée des sciences naturelles de la Belgique. D'ailleurs, il y a une grande stèle, comme vous l'avez vu à ce musée-là, qui montre ce support, cet os du Shango, avec toutes les stries qui reprennent les différentes opérations, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication, ou alors la division. Donc, c'est pour dire que il y a ce Congo-là dont on parle, c'est celui-là. Il y a un autre fait, ça c'est justement du côté de l'Est dont on parle, qui est attaqué. C'est là-bas qu'on a trouvé cet os du Shango. Alors, un autre fait, pour parler toujours de ce grand peuple du Congo, ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'à l'ouest, tout à fait à l'ouest, il y a eu un grand empire
que les Portugais ont dit Royaume du Congo, enfin, mais qui était l'empire africain du nom de Congo d'Antotila, le Congo du roi. Et ce Congo-là était un grand pays, un grand empire. Quand les Portugais arrivent au XVe siècle, là-bas, en Basa-Congo, qui était la capitale du pays, mais ils trouvent un État bien organisé, avec des structures tout à fait qui étaient bien en place, notamment les provinces, notamment l'armée, notamment la gestion, la monnaie et tout cela. Donc tout était en place. Et ce Congo a eu, c'est le premier État africain, disons, post-moderne, après l'Égypte, disons, mais qui a eu des ambassadeurs en Europe. Donc le Congo, le Congo d'Antotila a eu des ambassadeurs à Lisbonne, qui était à l'époque, au XVIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, la puissance des puissances en Europe. Elle a aussi eu des ambassadeurs au Vatican, qui était justement la force par laquelle le Portugal avait eu sa puissance. Et le Congo, ce Congo-là, a eu aussi les premiers évêques africains qui étaient ordonnés, c'était du Congo. Donc, c'est pour dire que ce Congo, alors, le troisième fait que je voudrais montrer, c'est par rapport vers les centres. Il y avait là un empire qu'on appelait l'empire Bakuba. D'après un Américain qui a vu cet empire à son apogée au XIXe siècle, c'est un William Shepard, il lui dit que ces pays-là, dont le pays de Bakuba, étaient les pays les plus civilisés du monde. Il venait des États-Unis d'Amérique. Il dit ça, parce que c'était un pays très très bien organisé. Voilà, je voulais parler juste de ces trois faits-là, pour qu'on puisse comprendre quand on parle du Congo, de quoi il est question. Pas souvent, on parle du Congo, on ne voit que le présent, on ne voit pas que le passé. Maintenant, pour répondre à votre question, pour que nous puissions bien comprendre, il faut savoir qu'il y a 4 pays qui sont attaqués en ce moment ici, en Afrique. Il y a le Mali, il y a le Congo, il y a le Mozambique et il y a l'Éthiopie. Donc, il faut comprendre que ce sont là des pays qui sont j'allais dire, qui représentent, pour ainsi dire, les pôles des richesses du Congo, de l'Afrique. Parce que les richesses de l'Afrique dépendent justement des rivières, des 5 rivières africaines, que sont le Nil, le Niger, le Congo, la Zambèze là, et l'Orange. Donc, il y a un concentré d'attaque par rapport à ces richesses. Donc, le problème du Congo, il faut le voir de cette façon globale pour comprendre de quoi il est question. Maintenant, donc, je pourrais alors répondre aux questions, à vos questions. Mais je voulais d'abord donner circonscrire un peu cette problématique pour que nous puissions comprendre de quoi nous parlons, parce que ce qui se passe au Congo, c'est comme ce qui se passe au Mali, ce sont des terroristes qui attaquent. Donc, ce sont des proxys, en fait, parce que ce sont des gens qui sont armés, parce que ce soit la Libye, d'où viennent les terroristes qui viennent attaquer le Mali, ou bien le Rwanda, d'où viennent les terroristes qui viennent attaquer le Congo, il n'y a pas d'usine d'armement dans ces 2 pays. Or, les terroristes viennent de ces pays-là avec super armés. D'où viennent ces armes-là? On reviendra là-dessus dans quelques instants. Alors, monsieur Tchehelou Nyamassadi Foume, dites-nous, pourquoi, malgré toutes ces tentatives, aucune solution n'est trouvée jusqu'à présent? Votre question est complexe en soi, vous savez. Là, on ne peut pas aborder la question du Congo avec légèreté.
parce que c'est une situation assez complexe qui mérite d'abord qu'on jette un regard historique sur le Congo, comme l'a fait tout à l'heure de façon brillantissime le professeur Pinipini. Qu'on convoque le panorama économique du Congo, qu'on fasse quand même état du drame politique du Congo, et que l'on puisse jeter une grille géopolitique sur la situation du Congo pour comprendre in fine la guerre qui est imposée à ce pays depuis le XVIe siècle. Alors, d'abord, permettez-moi quand même de m'incliner devant les milliers, je dirais les millions de morts au Congo, de la souffrance imposée à ce peuple et qui, non seulement sur la terre de leurs ancêtres, mais qui sont forcés d'être éparpillés un peu partout dans le monde, alors que c'est un pays extrêmement riche. C'est quand même je dirais, une anomie de la raison de voir un pays aussi riche, avec une population aussi pauvre, qui porte la croix et la bannière et qui souffre tout simplement parce que d'autres personnes, d'autres peuples ont décidé de semer la mort, la violence, tout simplement pour s'accaparer de leur richesse. Donc permettez-moi de m'incliner devant la mort et la souffrance de ce peuple. D'abord, si vous permettez, nous allons jeter dans ce regard historique, le professeur l'a fait tout à l'heure, mais déjà des signes de vie ou de civilisation ont été trouvés sur ce territoire, et ça date de plus de 200 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, où les Africains se sont organisés et en civilisation et qui menaient une vie paisible dans cette partie, d'ailleurs, qu'on soupçonne être le berceau de l'humanité. Et quand on nous fait croire qu'il y a eu découverte de l'embouchure du Congo par un marin portugais, et déjà, je crois que la souffrance de ce peuple a commencé, puisque le royaume du Congo existait. 1879, Stanley explore pour le compte du roi Léopold II, et où le Congo devient la propriété. Et pour pouvoir le faire, il fait convoquer la conférence de Berlin en 1884, où les pays européens, en plus des États-Unis, se sont permis de diviser l'Afrique sans les Africains. Et s'en est suivi toute une péripétie de, je dirais, de génocide, de meurtre, d'accaparement des richesses de ce territoire, où il y a eu beaucoup de millions de Congolais qui ont péri, n'est-ce pas, sous la colonisation de la Belgique, du roi belge. Le 30 juin 1960, finalement, le Congo a eu son indépendance, mais néanmoins, Patrice Lumumba devait être assassiné une année plus tard. S'en est suivi la sécession du Kasaï avec le Katanga, et aussi les différents régimes qui se sont succédés. Le coup d'État de 65 où Mobutu renversa Joseph Kasavubu, la guerre de Chaba en 1977, et puis en 1997, pour aller rapidement, il y a eu avec le AFDL du grand Zé Laurent Désiré Kabila, qui chassa Mobutu, lui-même sera assassiné plus tard en 2001. Et pour la première fois dans l'histoire du Congo, il y a eu la passation de pouvoir de façon pacifique entre Kabila et Étienne Tshisekedi. Néanmoins, vous avez pu constater que la guerre n'a jamais cessé, et on voit toutes les souffrances encore dans l'est du Congo. Mais pourquoi essentiellement? Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut convoquer le panorama économique. Le Congo est un scandale géologique. C'est la première raison. Vous savez que le Congo est le plus grand producteur mondial de cobalt. Le
le plus grand producteur de cuivre, de diamants, de coltan et de tous les, je dirais, les minerais qu'on retrouve aujourd'hui dans la fabrication du téléphone, de l'ordinateur, des batteries. Bref, je dirais, c'est là où se trouve même la puissance mondiale. À tout pays qui veut dominer la planète, qui veut être puissant, eh bien, c'est au Congo où cette puissance, qu'on tire cette puissance. Le Congo dispose d'un minerai que j'ai découvert récemment qui s'appelle le tungstène. C'est un minerai très important. L'étain, l'or, tout ça fait partie justement de la richesse du Congo. Le Congo, en termes, comporte la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Et cette forêt fournit des produits forestiers divers, tels que le bois, le caoutchouc, les noix de coco, les fruits. En tout cas, c'est un scandale géologique. Sur le plan de la diversité, aujourd'hui, on parle de climat, mais à cause de cette forêt, eh bien, en termes de variété animale, variété au niveau des plantes, des insectes, c'est là où ça se trouve. On a l'impression que le Congo est un peu comme, je dirais, le cœur même de l'humanité en termes de vie et de biodiversité. En termes d'eau douce, le Congo possède le deuxième plus grand bassin fluvial du monde avec les affluents du fleuve Congo. Le pétrole, on n'en parle pas. Voilà un peu le panorama économique. Nous avons présenté le panorama historique aussi, mais en termes de géopolitique. Voilà. Donc, avec cette richesse, eh bien, comme on le dit, l'ensemble des pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, nous avons évoqué tout à l'heure la Belgique, eh bien, chacun veut posséder le Congo sans les Congolais. Nous avons vu donc le prétexte de la guerre au Rwanda avec le génocide de 94, où la France a envoyé, avec l'opération turquoise, une partie de ses forces qui, au lieu de préserver ce génocide, l'a encouragé, en tout cas, n'a rien fait pour l'empêcher. Et une partie des génocidaires se sont donc déplacés au Congo. Et le président du Rwanda l'utilise comme prétexte depuis 20 ans pour dire que c'est la raison pour laquelle eh bien, le Rwanda apporte son appui à cette rébellion, le M23. Nous allons tout à l'heure revenir sur l'historique du M23 pour dire que tout ça a été monté pour pouvoir s'accaparer des richesses du Congo. Rappelons que le Congo, c'est un grand pays, 2 345 409 km², c'est un pays énormément vaste. Par contre, le taux de pauvreté est tellement endémique, plus de 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et cette situation n'est pas du tout acceptable puisque depuis l'ONU, depuis les années 60, l'ONU a toujours eu une mission au Congo. Et c'est depuis 60, nous sommes combien? Pratiquement à plus de 60 ans. Et toujours le problème est resté intact en termes justement de prédation, de guerre, de violence, de souffrance imposée à un peuple qui normalement devait être l'un des peuples les plus riches du monde en termes de bien-être et d'épanouissement. Alors, la grande question qui se pose maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de compromis, où le président congolais Félix Tshisekedi n'arrive pas à trouver de compromis avec le M23 et juste après, on sait également qu'il y a eu un recrutement d'un certain nombre de nouveaux recrues donc dans l'armée congolaise. Pourquoi est-ce que jusque-là, Félix Tshisekedi ne prend pas avec son gouvernement des stratégies multiformes pour pouvoir contrecarrer, défendre les terres congolaises? Professeur Pinipini, répondez à ma question en 2 minutes. Moi, je n'ai toujours que 2 minutes. Ok. Donc, mais donc, comme a dit notre frère, comme a dit mon valeureux frère, là, donc il y a des raisons lointaines, des raisons, j'allais dire, à mi-chemin, il y a des raisons proches, il y a des raisons immédiates. Je crois qu'il a parlé des raisons lointaines,
notamment avec ce qui se passait au 15e, 16e siècle, l'esclavage, la traite et l'esclavage, parce que le Congo dont nous parlons là a été au cœur justement de la traite et l'esclavage, parce que beaucoup de gens ne savent pas que parmi la population noire qui est aux États-Unis, ben, beaucoup sont venus du Congo. Beaucoup sont venus du Congo à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est dans des raisons qu'on peut dire lointaines, mais dans des raisons assez proches. Après, je vais donner la raison maintenant pourquoi la guerre aujourd'hui et pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas entrer dans cette guerre-là dans laquelle on voudrait l'entraîner. C'est-à-dire, alors, en 1960, le 30 juin, précisément, le Congo accède à l'indépendance. 2 jours plus tard, le 2 juillet de la même année, le Congo est attaqué par la Belgique, qui l'occupe entièrement et qui va rester au Congo pendant des années jusqu'en 1964. Donc il est important qu'on puisse comprendre cela. Comment est-ce qu'un pays qui a été pays colonisateur, qui a octroyé l'indépendance, revient de cette façon-là en force 2 jours après la proclamation de l'indépendance. Or, le problème date depuis ce moment-là que le Congo est attaqué parce que la Belgique venait en couverture, mais en réalité, c'est tout l'Occident qui était derrière la Belgique pour attaquer le Congo nouvellement indépendant. Donc ça c'est la... Alors, depuis ce temps-là, hein, il est important de savoir que le gouvernement légitime de Lumumba a été en réalité défait à partir de ce moment-là jusqu'à la mort, à l'assassinat ignoble de Lumumba 61. Mais c'est déjà les 14 septembre, donc 2 mois après l'indépendance, le gouvernement, il y avait un coup d'État que la Belgique avait organisé en amenant au pouvoir des jeunes gens, vraiment des ramassis, des jeunes gens qu'il avait pris à gauche et à droite, ici en Belgique, aussi au Congo, qui étaient soi-disant des universitaires et qui vont appeler les commissaires. Ce sont ceux-là qui, avec Mobutu, vont prendre les rênes de pouvoir et qui vont exercer le pouvoir au Congo d'une façon continue jusqu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Donc, cela est important pour nous de savoir. Or, ces gens-là, cette équipe de commissaires qui s'est régulièrement renouvelée, donc ont plutôt rendu à la Belgique et à l'Occident les biens qui étaient parce que pour eux, le Congo leur appartenait. Parce que la conférence de 1985 à Berlin, mais c'était la conférence sur le Congo. C'était surtout la conférence sur le Congo. Donc pour eux, le Congo était un bien pour eux qu'ils devaient conserver. Et Mobutu et ses amis, les commissaires, ben, ils ont rendu ces biens-là. Donc ça, c'est la raison que j'allais dire assez proche. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des échéances électorales qui sont prévues cette année ici, à la fin de l'année. Or, il y a une population qui se dit congolaise, mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle des Tutsis, qui s'appellent des Tutsis congolais. Or, des Tutsis, on sait, leur pays c'est le Rwanda, leur pays c'est le Burundi. Il n'y a pas de Tutsis au Congo. Mais il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, qui veulent coûte que coûte être des Congolais, sans pour autant acquérir la nationalité de la façon qui est constitutionnelle, Ils veulent l'avoir par la force. Or, ils savent que si on va aux élections aujourd'hui dans des conditions d'un pays apaisé, ben, ils n'auront aucune voix parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas une base électorale au Congo. C'est pour cela qu'ils ne veulent surtout pas des élections. En fait, c'est ça qui est en jeu, qu'il n'y ait pas des élections, de telle façon que eux vont se partager les pouvoirs, parce qu'ils vont aller en négociation avec le pouvoir actuel, ils vont se partager les pouvoirs, ils vont avoir des postes. C'est ainsi, de telle façon que les élections ne serviront à rien. Donc, c'est là l'enjeu aujourd'hui, parce que depuis maintenant 3 décennies, c'est de cette façon-là qu'ils ont toujours agi. Depuis le fameux RCD Goma, c'était toujours
par négociation avec le gouvernement qui était en place pour partager de partager des postes. Donc, à ce moment-là, le RCD Goma, elle avait eu même un vice-président du Congo était venu du RCD Goma. Et des ministres étaient venus du RCD Goma, des officiers de RCD Goma. Après, ça a été le CNDPP. C'était un autre mouvement, soi-disant rebelle, venant toujours du Rwanda, des Tutsis également, qui ont aussi demandé, eux, de négocier avec l'État congolais pour avoir des postes. Eux aussi ont eu encore des postes. Donc, ils ont eu des ministères, ils ont eu des entreprises et encore des officiers rwandais qui sont de nouveau entrés dans l'armée congolaise de cette façon-là. C'était pas fini. Il y a eu encore une autre rébellion, justement, celle de fameux M23, là, qui ont aussi fait des négociations avec le gouvernement, qui ont eu aussi des postes. Donc là, c'était le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila qui a comme de cette façon-là, fait entrer un nombre impressionnant de Rwandais dans les institutions congolaises de cette façon-là, par les armes, et non, sans être congolais. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est celui-là. Ils veulent de nouveau entrer massivement dans l'armée congolaise, parce qu'ils entrent dans l'armée congolaise et se cantonnent seulement à l'est, de telle façon que quand ils vont commencer à faire des exactions sur la population, on va dire que c'est toujours l'armée congolaise qui est en train de faire des exactions sur sa propre population, alors que ce sont justement des Rwandais, de tous les Rwandais, nous disons bien. Nous ne sommes pas, ce n'est pas une affaire pour stigmatiser, mais ça c'est de la réalité, parce que ils viennent en ce nord, parce qu'il faut savoir que au Rwanda, il n'y a pas une langue Tutsi, il n'y a pas une langue Hutu. Au Rwanda, tout le monde parle Kinyarwanda. Ils sont normalement, leur langue c'est celle-là. Mais eux ne veulent pas du tout se présenter en tant que de Banyarwanda, ils veulent se présenter comme étant des Tutsi. Mais or, le Tutsi, c'est pas du tout une langue. Le Tutsi, c'est une variante ou une variété de cette population parmi d'autres. Donc voilà l'enjeu maintenant. Alors le président Tshisekedi, il a dit, pour lui, et je le comprends, il dit que il veut nous en tenir dans la guerre pour que le Congo puisse s'embraser à jamais, parce que c'est tout ce que les anglo-saxons attendent. Ils veulent que le Congo s'embrase, parce que si le Congo s'embrase, à ce moment-là, ils ont la latitude de venir souvent prendre les richesses, comme a dit notre frère, comme ils voudront. Parce que c'est surtout les richesses du Congo qui les importent. Mais non pas que les richesses du Congo leur sont interdites, non, mais ils veulent les avoir sans le Congolais. Donc pour eux, le Congolais ne représente rien du tout. Les Congolais ne doivent pas être là. Et plutôt qu'il n'y a que eux et les richesses du Congo qu'ils veulent absolument qu'ils veulent prendre. Donc, ce qu'on appelle les anglo-saxons, là, aux États-Unis, il y a un groupe spécifique qui est le fameux White, donc le White Anglo-Saxon Protestant, ceux qui ont les États-Unis, qui tiennent la politique des États-Unis, ce sont eux qui en veulent, qui en veulent en fait aux Noirs en général. Et étant donné que ces pays du Congo, c'est un pays des Noirs, je pense là qu'ils veulent absolument en finir avec les Noirs. La meilleure façon, c'est de prendre des proxys. Donc, s'il y a des proxys noirs qu'on va utiliser pour anéantir les Noirs d'un pays comme le Congo, c'est à mieux. Justement, c'est ce qui se fait. Donc, ces gens-là, ils sont utilisés pour que finalement, qu'on attaque. C'est une attaque raciste en fait, en réalité. C'est une attaque raciste pour anéantir un peuple, le peuple africain du Congo, de telle façon que si le peuple africain du Congo est anéanti, mais tout le reste, ça deviendra un jeu d'enfant, tous les autres vont passer un à un à la trappe sans aucun problème. Donc, c'est pour dire que la situation du Congo, c'est une situation qui doit interpeller tous les Africains. Nous devons nous battre pour notre survie. La survie du peuple africain, du peuple noir, dépend du Congo. Le sort du Congo, c'est le sort du peuple noir dans le monde entier. Donc il est important qu'on puisse le savoir.
Alors, nous sommes à la fin de l'émission, il ne nous reste que 4 minutes pour rendre l'antenne. Alors, monsieur Alphonse Tcherelou Lawson, je vais vous donner 2 minutes pour conclure. Quelle est la solution que vous proposez en tant qu'intellectuel résident à la diaspora, puisque tout le monde se pose aujourd'hui la question de savoir à quand la fin de la guerre entre la République démocratique du Congo et le M23? Bah, comme je l'ai dit au départ, hein, c'est une question complexe. On a tout à l'heure évoqué avec le professeur les différents, je dirais, tenants et aboutissants de cette guerre. Et je dirais, les tenants restent en entier. La question de la richesse du Congo reste en entier. Et cette richesse-là est au cœur même de la volonté de puissance du système capitaliste. Vous voyez, chaque pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit les pays européens, ben, c'est au Congo qu'ils ont besoin de venir puiser les éléments constitutifs de leur entreprise technologique pour pouvoir avoir leur position dominante dans le système capitaliste. Et puisqu'ils ne peuvent pas venir et le faire de la sorte, eh ben ils utilisent des proxys, que ce soit un pays, que ce soit un mouvement de rébellion, pour pouvoir créer le chaos. Et c'est ce que l'économiste Amin explique très bien dans l'économie de la périphérie. C'est-à-dire que pour que le système capitaliste se développe, il a besoin je dirais, de la périphérie, et c'est là où on vient exploiter, on crée le chaos pour profiter des ressources à moindre prix. Donc le Congo est victime de ça depuis le 15e siècle, comme on l'a vu. Et l'affaire de M23, en réalité, eh ben, il y a eu plusieurs tentatives de solution. Vous voyez, c'est la guerre de Kivu, hein, de 2004 à 2009, au nord-est de la RDC. Quand cette guerre est arrivée à plus ou moins à un certain compromis, le mouvement rebelle CNDP a signé un traité de paix. Donc, il y a eu des tentatives quand même pour régler cette situation, pour devenir un parti politique. Hein? Par contre, une partie de cette rébellion qui devait intégrer l'armée, en tout cas, ils l'ont intégré, mais le 4 avril 2012, il y a 500 membres de ces forces dites congolaises qui se sont rebellés pour créer le M23, qui est très proche du Rwanda, qui l'utilise comme proxy. Vous voyez? Et donc, il y a 20 ans, le 20 novembre 2012, le M23 s'est déjà emparé de la ville de Goma. Alors, 20 ans plus tard, nous sommes en 2023 aujourd'hui, et le même problème revient. Donc, il y a une sempiternelle question qui mérite d'être résolue. Et là, il y a eu des efforts même de négociation avec le Rwanda. La dernière fois, c'est l'Angola qui a rassemblé justement les parties prenantes pour trouver un accord. Et le M23 a accepté d'ailleurs de pouvoir être cantonné, puisque les forces kenyanes sont rentrées quand même pour sécuriser cette zone-là. Néanmoins, la question continue. Donc, je pense que au niveau africain, il va falloir peut-être que les pays africains, en tout cas les pays limitrophes du Congo se retrouvent et que l'on pense le développement de façon sur le plan africain, de façon à ce que la richesse du Congo puisse profiter à l'ensemble de la sous-région. Parce que on a vu tout à l'heure que le bassin du Congo, eh ben, s'il y a, je dirais, une turbine hydroélectrique sur ce bassin, un barrage, ça peut irriguer toute l'Afrique. Donc, il faut concevoir peut-être des projets de développement de façon régionale, de façon à ce que le Rwanda en profite, les pays limitrophes vont en profiter, il y aura du travail pour tout le monde, et quand c'est conçu comme ça, on amènerait les Européens qui veulent utiliser des Africains contre des Africains, ils ne trouveront plus leur intérêt à le faire. Et aussi établir des partenariats gagnant-gagnant, diversifier justement les partenaires. Je sais que si, par exemple, le Congo veut se rapprocher de la Russie, par exemple, ça pourrait aussi être à l'origine d'une nouvelle guerre, puisque on veut s'assurer qu'on contrôle les bases, n'est-ce pas? Les bases de minerais, les bases qui vont fournir l'essentiel
du combustible pour la puissance des complexes militaires. Donc toute cette question mérite quand même d'être vue sur plusieurs aspects. L'aspect humain, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui meurent, l'aspect politique en termes de stabilité de la région, mais l'aspect économique en termes de développement de toutes ces régions-là, en tout cas que l'Afrique prenne sa destinée en main. Et si nous, en tant que panafricains, on a une vision, on a des horizons en termes de projets et on a aussi une certaine vision politique et économique, je pense que ces guerres régionales trouveraient leur solution et nous pourrions faire valoir notre volonté d'indépendance vis-à-vis de ces puissants qui veulent maintenir l'Afrique sous une certaine colonialité, sous l'esclavage, sous le néocolonialisme. Voilà ce que je peux avancer comme élément de réflexion sur la façon dont à l'horizon on peut donc envisager la fin de ce conflit au niveau du Congo. C'est le souhait de tous les Africains pour que cette guerre cesse. Alors, professeur Pinipini, quelle solution dans ce cas de mesure, votre mot de fin, pour terminer en toute beauté cette émission concernant la guerre entre le Congo et le M23? Oui, c'est-à-dire le problème n'est pas au Congo. Le Congo, lui, n'a pas de problème en tant que tel. Le problème, il est au Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame. Et le Rwanda veut s'accaparer du Congo, diriger le Congo. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de notre frère Lawson que les Africains se lèvent, mais alors c'est au Rwanda qu'ils doivent se rendre. C'est avec Paul Kagame qu'ils doivent aller parler. Pas le problème se trouve là-bas chez lui, et non pas au Congo. Le Congo n'a pas de problème. Le Congo n'a de problème avec aucun de ses voisins. Le Congo a 9 voisins et vit en paix avec tout le monde. Si vous venez au Congo, pour ceux qui viennent à Kinshasa ou ailleurs, vous allez trouver des populations africaines qui vivent normalement au Congo comme chez eux. Parce qu'elles sont chez elles, ces populations africaines. Donc le problème n'est pas au Congo, le problème il est au Rwanda. Le Rwanda est un proxy des États-Unis, un proxy de la Grande-Bretagne. Et ce sont ces deux pays-là, la Grande-Bretagne, les États-Unis, avec l'Allemagne et la France qui le suit maintenant, qui attaquent le Congo par le Rwanda interposé. Donc le problème il est là. Il faudra que les Africains se ressaisissent. Je suis déjà tellement content que notre émission d'aujourd'hui, qui va réveiller certains de nos compatriotes africains, mais il faudra qu'il y ait de plus en plus des émissions pareilles et des missions également des Africains, mais pour se rendre compte que le problème c'est pas le Congo n'est pas un problème, le Congo n'a pas de problème, le problème c'est le Rwanda, parce que le Rwanda est aujourd'hui un proxy des impérialistes, c'est-à-dire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, aujourd'hui de la France, suivi par la Belgique, qui sont en train d'attaquer le Congo. Donc c'est pour cela que les Africains doivent se ressaisir et prendre le taureau par les cornes pour que l'Afrique, comme je l'ai dit aujourd'hui tout à l'heure, que l'Afrique survive. Pas si le Congo se meurt, c'est l'Afrique qui meurt avec le Congo. Merci professeur Pinipini d'avoir été avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Je rappelle que vous faites partie désormais donc de cette maison. Merci pour votre temps que vous ne cessez de nous donner pour également contribuer au développement de l'Afrique. Monsieur Alphonse Tchehelou Lawson, merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Nous espérons vous recevoir de temps en temps maintenant pour que vous puissiez nous gratifier également donc de vos analyses. Nos confrères de You4Media vous ont pris en otage, mais bon, j'espère que vous faites partie également de cette maison. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Quand on voit également des intellectuels contribuer également de cette manière pour le développement de l'Afrique, c'est ce que nous devons faire, malgré que nous sommes la nouvelle corde. Et donc, comme le dit, au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Que Dieu vous garde. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution